Messieurs, dames, on va commencer. C'est bon pour le son du coup? Impec. Alors c'est parti. Hop. Donc en fait, moi je vais vous parler de 10 histoires d'une web app Node.js en production dans le cloud. Alors c'est des histoires, c'est des problématiques de production que vous pouvez rencontrer dans les SI, des problématiques que vous avez déjà rencontrées. Et on va être dans le cloud, donc en l'occurrence sur Amazon. Avant d'aller plus loin, qui dans la salle a déjà codé du JavaScript? Tout le monde, ou presque. Qui dans la salle a déjà codé du Node.js? On va dire un bon 4/5e. Et qui dans la salle sait ce que c'est une instance EC2? 50%. Ça va, vous êtes... vous savez tout, c'est bon, on peut s'arrêter là. Alors, avant d'aller plus loin, il faut que vous compreniez un peu le use case, donc la web app que je vais prendre en exemple tout au long de la présentation. Donc, la responsabilité de cette web app, donc, que vous l'aurez compris, qui est développée en Node.js et qui est hébergée sur Amazon, sa responsabilité, c'est de fournir à l'utilisateur des pages d'information construites à partir de l'agrégation de différents backends HTTP. Deuxième responsabilité, mais c'est des cas plus à la marge, c'est aussi de fournir à l'utilisateur des formulaires qui vont lui permettre également d'interagir avec les backends HTTP en post. Ici, on n'a pas de base de données, uniquement des backends HTTP. Très bien. Un petit mot sur Node.js. Donc, vous l'aurez compris, Node.js, c'est du JavaScript, exécuté côté serveur, donc on n'est pas exposé à l'API du DOM qui est pourri en JS. On est sur un modèle événement qui s'oppose en fait au modèle de thread. Donc quand on veut traiter une nouvelle requête, on ne crée pas un nouveau thread. On est sur des I/O asynchrones. Et en fait, pour que ça marche, on part du principe que pour traiter une requête, on a très peu de choses à faire côté CPU. Et finalement, on est plus à attendre que la requête interagisse avec les backends. Enfin, la notion d'anti-boilerplate. Par cette notion, j'entends le fait que développer du Node.js, c'est agréable, c'est rapide, ça encourage la productivité. On n'est pas à se prendre la tête avec des fichiers de configuration trop compliqués. Voilà, si on veut intégrer une nouvelle librairie, si on veut s'intégrer un backend HTTP, tout va très vite. Alors, on part sur le principe donc que notre front-end est prêt, notre V0 est prête, et on veut la mettre en ligne. Donc on va la mettre en ligne sur Amazon. Alors quand on arrive sur Amazon, on est tout de suite exposé à toute une série de services. Et donc, on peut se poser la question, est-ce qu'on fait tout à la main? Alors faire tout à la main, ça veut dire créer des instances EC2, donc les machines virtuelles sur lesquelles on va pouvoir mettre nos serveurs Node, créer un load balancer, créer la configuration DNS dans le service qui s'appelle Route 53. Ensuite, sur les machines EC2, on va devoir déployer notre code avec potentiellement git clone, installer les dépendances avec npm install et lancer le serveur avec notre serveur JS. Alors, vous pouvez faire ça et puis en fait, vous allez répondre uniquement à 1% de toutes les problématiques qui vont s'opposer à vous. Deux problématiques très simples, c'est comment vous allez gérer vos nouveaux déploiements, comment vous allez pouvoir créer une nouvelle machine dans votre pool de production, comment vous allez pouvoir dupliquer une machine. Voilà, toutes ces problématiques, si vous faites ça à la main, ça devient compliqué. La solution, c'est Elastic Beanstalk. Donc ça, c'est un produit d'Amazon qui permet de faire de l'hébergement d'applications web. Alors en fait, c'est une surcouche de plusieurs services Amazon et via une interface web simple, en quelques clics, vous pouvez créer de manière automatique et rapide toute l'infrastructure, donc des machines, le load balancer, etc. Sur toutes les autres fonctionnalités, on va aller un peu plus loin. Alors, ce qui est super intéressant, c'est que tout ce que je vais dire sur Elastic Beanstalk est aussi vrai pour tous ces langages. Donc pas uniquement pour Node.js, on peut même faire du Docker sur du Beanstalk. On s'est amusé à faire un proto là-dessus pour installer une ferme de Nginx.
Et voilà, c'est les autres langages qui sont supportés. Alors, notre infra est créé via Beanstalk, et voici notre infra V0. Donc, ici on a nos deux utilisateurs, donc l'utilisateur, notre client, sa requête va arriver sur Amazon, elle va être traitée par elle va arriver sur Amazon grâce à la configuration DNS faite dans Route 53, elle va être traitée par Elastic Beanstalk, avec en point d'entrée un load balancer, elles vont aussi passer par une instance EC2 où notre serveur Node.js est déployé. La requête va être redirigée vers les backends. Oui. Merci. Excusez-moi, petit problème technique. Le DevOps, quant à lui, pour gérer ces nouveaux déploiements, il a accès à une interface web qui va lui permettre de déployer de nouvelles versions de l'application. Ces versions d'application vont être stockées dans S3. S3 sur Amazon, grosso modo, c'est un système de fichiers. Histoire numéro 2. J'ai suivi le fichier Word de déploiement et j'ai cassé la prod. Donc là, la solution, effectivement, c'est d'éradiquer toutes les opérations manuelles qui vont vous permettre de déployer votre application, d'automatiser tout ça. Et là, on utilise l'usine classique Jenkins et l'API Amazon. Donc, l'idée, c'est qu'on installe notre usine logicielle sur une nouvelle instance EC2. On va écrire un job, ici un job qui donc récupère votre code, construit le package, exécute les tests et le déploie donc dans Beanstalk via l'API Amazon. Alors cette API Amazon, justement, elle est disponible dans plusieurs langages et nous, on développe nos scripts en Node.js. Et ça, c'est juste énorme parce que Node.js, on a toujours dit, vous faites du JavaScript dans le browser, vous faites du JavaScript côté serveur, et en fait, vous pouvez aussi, avec l'API Amazon, faire du JavaScript dans vos scripts d'infra. Donc vous êtes vraiment full stack sur le même langage. Ici, ce script qu'on a développé va uploader votre package sur S3, créer une nouvelle application, une nouvelle version et mettre à jour votre application. Notre nouvelle infra avec l'usine logicielle, qu'est-ce qui change à ce niveau-là? C'est très simple. C'est juste que le DevOps, avant, il interagissait directement avec l'interface web. Désormais, il ne fait que cliquer sur un bouton dans l'usine logicielle pour déployer en prod. Histoire numéro 3. La V1 est mise en ligne et les premiers utilisateurs arrivent. Grosse faute d'orthographe. Le site devient très lent. Alors, on parle de lenteur, donc forcément on va parler de performance. Deux axes d'optimisation, optimiser le code et ensuite dimensionner l'infra. Dimensionner l'infra, qu'est-ce que ça veut dire? C'est trouver la meilleure configuration de machine qui va vous permettre de gérer votre charge de production. Alors, pour les deux cas, on utilise un outil qui s'appelle Gatling, qui permet de simuler des tests de charge sur votre infra, que ce soit en local ou sur votre infra en Amazon. Je vous ai mis un exemple de test très simple qui, en fait, comme vous pouvez le voir, donc c'est développé en Scala, mais ça reste très accessible. Voilà, tout le monde saura lire ce que fait ce test. Et grosso modo, ici, qu'est-ce qu'on fait? On injecte 10 utilisateurs par seconde pendant 1 minute sur une URL donnée. Donc c'est plutôt un petit test. À partir d'un test comme ça, Gatling vous génère un rapport avec toute une série d'informations. Là, j'ai juste mis un screenshot basique de ce qu'on peut retrouver là-dedans. Mais c'est cet outil-là qu'on va utiliser pour optimiser notre code. Alors, la démarche que je vous propose pour optimiser le code, c'est de le faire en local. Donc, en premier temps, il faut que vous trouviez les limites de votre application. Donc, en faisant un test Gatling où vous poussez votre application à limite. Vous analysez ensuite, via un outil dont je vais vous parler ensuite, vos problèmes de performance. Ce qui va dégager pour vous des axes d'optimisation. Et ensuite, vous allez relancer votre test Gatling et vérifier que votre application répond mieux. Et ensuite, vous itérez
jusqu'à ce que votre application gère la charge correctement. Alors, pour analyser les problèmes de perf, donc ça c'est un outil spécifique Node. C'est un outil en mode SaaS que vous branchez sur votre application Node qui va envoyer les données de votre application donc sur les serveurs de NodeTime et qui va vous permettre de comprendre un peu mieux ce qui se passe dans les entrailles de votre application. Par exemple, vous allez pouvoir faire des snapshots de votre mémoire pour comprendre, voilà, si vous constatez que votre application prend beaucoup de place en mémoire, vous allez pouvoir voir quel objet justement pose problème. Vous allez pouvoir faire du profiling CPU pour déterminer quel morceau de code est le plus gourmand dans votre application. Mais vous allez aussi pouvoir voir les opérations qui sont faites sur les différents back-ends, comme ici, par exemple, une requête qui est faite sur Redis. Alors, quelques optimisations qui ont été mises en place, on va dire les principales. Donc la première, on va dire que c'est l'optimisation finalement la plus logique, c'est de mettre en cache les données de nos backends HTTP qui sont instables, qui répondent souvent lentement, en cache grâce à Redis et aussi Elasticache. Alors Elasticache, c'est quoi? C'est un produit Amazon qui va vous permettre de monter dans le cloud un cluster de cache et ça supporte Redis et Memcache. Deuxième optimisation, c'est le clustering. Donc par défaut, un serveur Node.js, quand vous le lancez sur une machine, il va s'exécuter sur un seul corps. Donc en fait, le clustering, c'est quoi? C'est monter une instance Node.js sur autant de corps que vous avez sur la machine. Donc ça vous permet de bénéficier de toutes les ressources de la machine. Troisième optimisation, c'est éclater les limites au niveau des descripteurs de fichiers. Donc votre serveur Node, pour chacune des requêtes, il va ouvrir une socket. Or, le nombre de sockets que peuvent ouvrir une machine, enfin un processeur sur une machine sont limités, donc il faut que vous éclatiez ces limites. Et ensuite, je vais un peu plus rapidement, voilà, niveau templating, pour rendre nos pages, on utilise un système de templating qui s'appelle Swig, et donc il y a la possibilité de cacher les templates pour éviter des accès disques. Et ensuite des refactoring divers qu'on a identifiés finalement grâce au profiling CPU, mais qui étaient spécifiques à notre code. Deuxième étape pour régler la perf, c'est dimensionner l'infra. Donc là, comme je vous le disais, l'objectif c'est de trouver la meilleure configuration de machine pour votre application, pour tenir la charge, mais aussi en respectant les coûts pour ne pas se ruiner, parce que ça peut vite devenir cher. Donc là, quel type d'instance c'est de choisir, quel type de cache choisir. Encore une fois, donc là on ne fait plus des tests Gatling en local, on les fait directement sur l'infra Amazon pour éviter de passer par le Wi-Fi, exploser le Wi-Fi de Xebia Studio et d'avoir des latences inutiles. Donc on monte une nouvelle instance EC2 sur Amazon pour lancer nos tests Gatling. Et en termes de résultats, ce que ça donne, alors ce qu'on a trouvé comme configuration pour notre application, c'est donc deux instances de type T2 Medium. On va revenir un peu plus, on va revenir après dans la suite de la présentation sur les caractéristiques de ces instances. Une instance de type M3 Medium pour le cache, et ça nous permet, donc ici on a un test Gatling de 10 minutes, d'afficher 600 pages par seconde pendant 10 minutes, soit 360 000 pages. On pousse un peu plus les tests avec cette infra qui colle à notre application, on double le nombre d'instances, on le quadruple, et ce qui est intéressant, c'est qu'on constate qu'on peut afficher d'autant plus le double de pages ou le quadruple de pages. Donc on est sur une scalabilité linéaire. À titre d'information, en théorie, 600 pages par seconde, ça fait, j'ai fait plusieurs fois le calcul, je ne me suis pas trompé, ça fait 1,5 milliard de pages par mois. Donc en théorie, pour notre appli, on est tranquille. Voilà, l'optimisation, la phase d'optimisation et de dimensionnement est terminée. Notre infra évolue. Alors, qu'est-ce qui a changé sur notre infra? Ici, on fait du Gatling sur Amazon pour faire nos tests de charge. Notre load balancer n'accède plus à une seule instance EC2, mais à deux instances EC2 de type T2 Medium. Ces instances T2 Medium ont deux corps, donc on a deux serveurs Node.js installés dessus. Et pour accéder à nos backends, on passe par une couche de cache, donc grâce
au cluster Elasticache qui fait du Redis. Histoire numéro 4. Le boss n'est pas content d'une feature, il aurait voulu une démo sur un autre environnement. Alors, ce qui est génial avec Elastic Beanstalk, c'est que vous pouvez créer autant d'environnements que vous le souhaitez. Ici, par exemple, une dev, une pré-prod et une prod. Pour chaque environnement, vous pouvez choisir les caractéristiques de machine qui vous correspondent. Donc, vous allez mettre une petite instance, bien entendu, pour le dev et des instances plus grosses pour la prod. On modifie les jobs de notre usine logicielle dans Jenkins. On a désormais 3 jobs. Un job qui crée le package qui déploie sur dev. Ensuite, on a un job qui déploie sur pré-prod et un job qui déploie en prod. Donc encore une fois, aucune problématique de déploiement. On introduit du coup un nouveau type de script pour notre infra. Donc là, c'est un script de promotion qui va prendre une version qui est sur l'environnement dev et la pousser sur l'environnement de pré-prod. Toujours en Node.js, encore une fois, ça c'est juste énorme de faire du JS sur toute la stack. Histoire numéro 5. Premier spot TV, le site ne répond plus. Donc là, je vais introduire une autre notion d'Elastic Beanstalk qui utilise un service d'Amazon qui s'appelle l'Autoscaling Group. Donc l'Autoscaling Group, en fait, c'est la possibilité, par configuration, de rajouter des instances EC2 dans votre pool lorsque la charge augmente. Alors cette configuration, elle est faisable sur les métriques suivantes. Ce n'est pas exhaustif, mais par exemple, vous pouvez le configurer sur l'usage CPU, l'usage réseau, l'usage disque, le nombre de requêtes et la latence. Un exemple de configuration qu'on a mis en place. Donc là, ce qu'on précise, c'est que dans notre pool, on veut au minimum 2 machines, au maximum 4 machines, et si la latence est supérieure à 2 secondes, on augmente le nombre d'instances. Si la latence est inférieure à 1 seconde, on redescend à 2 instances. Ce qui est génial encore avec ce système, c'est que du coup, vous ne payez que ce que vous consommez. Donc sur ce schéma, disponible sur Amazon, vous voyez la courbe bleue qui représente le trafic sur votre application. La courbe verte, c'est les ressources de votre application qui s'adaptent automatiquement au trafic. Et enfin, la courbe rouge, c'est finalement des hébergements, des hostings classiques, sans autoscalabilité, où on est obligé de mettre en place une infra suffisamment puissante pour gérer les pics les plus hauts de votre application. Et donc, cette infra n'est pas autoscalable, elle est constante et comme vous le voyez, on perd des capacités, on dépense des ressources pour rien. Notre nouvelle infra, qu'est-ce qui a changé ici simplement, c'est que nos 2 instances EC2 sont autour d'un autoscaling group. Histoire numéro 6, le site se fait attaquer. Alors là, je vais vous donner quelques pointeurs, des choses intéressantes pour Node qui vont vous permettre de commencer à faire de la sécurité. Alors tout d'abord, par rapport à Amazon, si votre application a besoin d'utiliser des services Amazon, donc on pense typiquement au cas de la session suivante, que je ne vais pas citer parce qu'on est filmé. Donc, dans Amazon, vous générez des tokens. Ces tokens, ils ont des droits. Donc, ils peuvent avoir des droits d'administrateur, c'est-à-dire qu'ils peuvent absolument, via ce token, vous pouvez tout faire via l'API, ou alors vous pouvez restreindre les droits pour que ce token ait le droit de faire juste le strict minimum. Ça, c'est hyper important. Nous, par défaut, on avait créé des tokens en mode admin. Donc, si ça part en prod, ça peut être la catastrophe. npm retire va scanner votre fichier package.json et va, pour chacune des dépendances, vérifier sur Internet s'il y a des issues de sécurité sur la dépendance. npm outdated, lui, va scanner votre fichier package.json et va vous dire quelles dépendances sont obsolètes et peuvent être mises à jour. Alors bien entendu, sur toute l'infra que je vous ai présentée, on peut faire de l'HTTPS et un pointeur sur OWASP qui contient en fait dictionnaire de toutes les attaques, les top 10 des attaques, etc. Un autre module pour faire la sécurité qui est
très connu, c'est un peu une référence. Alors ça s'appelle Helmet, c'est une série de middleware pour Express qui vont vous aider à gérer les attaques de base que je liste ici. Je ne veux pas toutes vous les lire, mais voilà, c'est une aide non négligeable. Histoire numéro 7. Les pages mettent trop de temps à s'afficher sur une connexion mobile. Donc là, je vais présenter un outil que pour ceux qui étaient dans la session précédente ont déjà vu. C'est un outil, moi je l'adore, ça s'appelle sitespeed.io. Vous lui donnez une URL, il va vous crawler toutes les pages de votre site et il va vous générer un rapport avec un score global de respect des performances web et toute une série d'indicateurs. Donc par exemple, il va vous dire combien vous êtes fichier JS par page, combien vous êtes fichier CSS, quelle taille font vos différents fichiers, etc. Et il va vous dire si c'est bien, si c'est pas bien, si du coup votre page va s'afficher correctement. Ce que j'adore avec cet outil aussi, c'est que dans la version 3, il était migré en Node.js et il s'intègre désormais avec Google PageSpeed Insight et Web Page Test. C'est-à-dire que dans votre rapport, vous pouvez avoir des métriques directement. Donc par exemple les métriques de temps pour en combien de temps votre page a été affichée. Vous avez aussi des liens directs vers les scénarios de test dans Web Page Test. Donc ça c'est juste super. Juste une précision là-dessus. En fait on peut le lancer avec des tailles de viewport différentes. Et donc en fait faire des rapports de test par exemple pour mobile et pour desktop. Donc en fait on peut avoir des tests de paires différentes. Voilà. Alors oui, effectivement, il y a une tonne de configuration qui est faite, faisable. C'est vraiment un outil assez riche. Alors pour améliorer la performance des pages, encore quelques pointeurs. L'idée finalement elle est assez simple, c'est faire moins de requêtes HTTP, des requêtes HTTP plus petites, donc en concaténant vos fichiers, en les minifiant, en optimisant vos pages. Vous pouvez inliner vos images PNG et SVG. Vous pouvez modulariser les librairies. Souvent quand vous utilisez une nouvelle librairie, par exemple une librairie qui permet de faire du carrousel, vous n'êtes pas obligé de récupérer tout le JS de cette librairie, mais juste le JS dont vous avez besoin. Bien entendu, il faut le nettoyer le code mort. Il y a une technique qui s'appelle Above the Fold qui en fait va vous permettre dans le header de votre page HTTP de récupérer le CSS uniquement pour la partie visible au-dessus de la ligne de flottaison. Donc ça vous permet en fait de télécharger la suite du CSS en fin de page. Et donc le rendu de votre page n'est pas bloqué par ce chargement HTTP. Un autre point d'amélioration de la perf, c'est de mettre en place un CDN. Alors, un CDN, c'est quoi? Alors, je vais partir d'un exemple très simple en fait. Les data centers d'Amazon, aujourd'hui, ils sont en Europe disponibles à Dublin et à Francfort. C'est-à-dire que sans CDN, si vous faites une requête vers votre application, elle va aller jusqu'à Dublin ou jusqu'à Francfort. Et logiquement, plus c'est loin géographiquement, plus la latence va être élevée. Un CDN, c'est quoi? Donc c'est Amazon, via le produit qui s'appelle Amazon CloudFront, va vous permettre de mettre en place un CDN donc dans les villes en France, à Paris et à Marseille. Le CDN, il va cacher vos requêtes GET avec un time to leave que vous précisez dans le header de vos réponses HTTP. Et en fait, nous, on l'utilise en point d'entrée de la web app. Alors depuis peu, Amazon CloudFront permet de gérer à la fois les get, mais aussi les posts, les puts, toutes les opérations HTTP. Donc le CDN devient véritablement votre point d'entrée de la web app. Vous n'avez plus pour vos ressources statiques un host différent. Tout passe par là. Alors pour que ça fonctionne, on utilise un module Node qui s'appelle Connect Cachify. Ce module va vous permettre de mettre un time to leave sur vos ressources statiques. Donc ici, on a un time to leave d'1 an et il va insérer dans le nom de votre fichier un hash calculé à partir du contenu de votre fichier. C'est-à-dire que lors d'un déploiement suivant, si votre contenu a changé, le hash va changer et donc le navigateur va chercher une ressource différente et vous n'aurez pas de problème de mise à jour de cache. On repasse nos rapports SiteSpeed avec toute une série d'optimisations. Donc,
On n'arrivera jamais à quelque chose de parfait, mais là on a quelque chose déjà de bien plus performant et clairement on voit la différence en termes de chargement de page sur une connexion mobile. L'infra avec CDN, qu'est-ce qui change? Désormais la requête de l'utilisateur ne tape plus directement sur load balancer, mais son point d'entrée c'est CloudFront. Histoire numéro 8. Lors d'un déploiement en pleine journée, il y a un pic d'erreur. Encore une problématique classique de production. Alors, comment on reproduit ce problème? On fait un test Gatling qui donc, va vous simuler un nombre constant d'utilisateurs. Ça, on le fait sur l'infra Amazon. Et au milieu du test, on fait un déploiement et ensuite, on observe ce qui se passe. Ici, ce qu'on constate, c'est que, alors j'ai plus le nombre total de requêtes qui ont effectué, mais c'est une centaine de milliers. On a 1% de requêtes KO, donc ce qui est quand même énorme, et jusqu'à 30 secondes de latence. Alors, encore une fois, avec Elastic Beanstalk, via une configuration, donc ça c'est une configuration qui est sortie tout récemment, il y a moins de 10 jours, et qui vous permet en fait de préciser combien de serveurs en simultané vont pouvoir être mis à jour lors d'un déploiement. Ce qui en fait aura pour conséquence que vous aurez toujours au moins un serveur ou deux serveurs en fonction de vos configurations qui sera up et qui sera prêt à répondre aux requêtes de l'utilisateur. On met en place cette configuration, on relance nos tests Gatling, on observe toujours une petite latence, voilà, jusqu'à 5 secondes de latence tout de même pour les requêtes. Ça c'est dû au fait que dans notre infra, on a décidé qu'il n'y avait que 2 instances EC2 dans notre pool. Donc si on en shoot une pour faire le déploiement, il n'y en a plus qu'une et forcément du coup on a un problème de latence. Donc là ce qu'il faut en fait c'est potentiellement rajouter une nouvelle instance dans votre pool. On a environ 0% requête de KO. Ce que j'ai observé en théorie c'est qu'on avait 2 KO. Mais finalement dans notre use case c'est pas bien problématique parce que ce test là a été fait en tapant directement sur le load balancer de l'application. Mais si on passe par le CDN avec nos pages d'informations qui sont cachées avec une durée bien déterminée, en l'occurrence 1 minute, on n'a aucun impact notable. Toujours quelques pics qui sont inhérents à une application, mais aucun impact notable lors d'un déploiement. Donc la problématique est réglée. Histoire numéro 9. Le site est down tout le dimanche sans que personne ne s'en rende compte. Ça vous est jamais arrivé, je parie. Alors, dans Beanstalk, il y a un produit qui s'appelle CloudWatch qui va en fait collecter des métriques sur vos machines. Donc là, on est dans l'interface de Beanstalk. Ce qui est intéressant, c'est qu'on peut configurer des alertes. Donc des alertes, par exemple, sur votre temps de latence, des alertes email. Donc déjà, c'est une première source d'information qui est intéressante. Ici, on voit les autres métriques, voilà, l'usage CPU, l'usage réseau, etc. Que vraiment des métriques machines. Un autre outil qu'on utilise, c'est New Relic. Donc ça, c'est un outil, on appelle ça un APM. En concurrent, on a AppDynamics, on a aussi Nudge. Et en fait, cet outil va vous collecter aussi des informations. C'est un outil en mode SaaS. Donc votre application se branche dessus, envoie les données vers New Relic. Et on a des informations sur les temps de réponse, sur comment est faite votre requête, qu'est-ce qu'elle fait réellement, est-ce qu'elle fait de l'HTTP, en combien de temps les backends HTTP répondent. On a des courbes d'erreur, etc. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on peut aussi configurer des alertes. Donc ça, c'est une vision finalement plus utilisateur que les métriques sur la machine qu'on a vue. Et on peut configurer un health check. Un health check, c'est quoi? Vous lui passez une URL et grosso modo, il vous génère une erreur si votre site est down. Dans New Relic, ce qu'on peut aussi faire depuis quelques mois, c'est du browser monitoring. Donc, dans le header de votre requête HTTP, vous avez un petit morceau de code JavaScript New Relic inséré. Et en fait, il va vous dire comment s'affichent vos pages en production. Par exemple, ici, on voit que pour nos requêtes, on met temps dans le network, on met un certain temps à processer du DOM, et voilà, vous avez aussi une répartition par navigateur, voilà, des informations comme ça. Pour les logs,
on utilise PaperTrail. Alors effectivement, là on est dans le cloud, on a un nombre indéfini de machines en fonction de la production. Et en fait, encore une fois, c'est un outil en SaaS. Vos instances Node vont envoyer les logs sur cet outil-là. Et ensuite, vous avez un moteur de recherche plutôt bien fait qui va vous permettre de requêter vos logs. Ce qui est intéressant, c'est que c'est intégrable facilement avec Winston. Winston, c'est un module classique pour faire du logging en Node. Oui. Une petite question, c'est quoi la tarification de PaperTrail? On va en parler. C'est vraiment pas cher. On va en parler. Alors, ensuite, ce qui est génial, c'est que vous pouvez combiner les outils. Dans votre code, par exemple, lorsque vous envoyez des données à New Relic, vous pouvez préciser l'URL de PaperTrail. Et donc, par exemple, ici, on a une vue d'une transaction dans New Relic et on a un lien vers le log correspondant dans PaperTrail. Alors, sur cette trace, on peut parler un peu plus de New Relic. On voit, par exemple, que pour cette requête, on passe tant et tant de temps dans des backends HTTP, tant et tant de temps à faire du Redis. Et voilà, ça c'est très intéressant aussi quand vous avez vos courbes d'erreur dans New Relic. Vous avez un lien directement vers PaperTrail. Oui. Yes. Comment tu fais pour autoriser New Relic à accéder à tes logs PaperTrail? Alors, en fait, c'est très simple. C'est un simple lien public, et en fait, qui va rediriger sur l'interface PaperTrail où tu vas être obligé de te loguer. Donc si tu es déjà logué, en fait, tu vas accéder directement à tes logs. Non mais New Relic, si il analyse des logs PaperTrail. Alors, non. C'est plus l'inverse, effectivement. En fait, l'application Node envoie des données à New Relic, elle envoie des données à PaperTrail, et en fait, vous avez la possibilité dans le code de votre application, lorsque vous envoyez des données à New Relic, de préciser grosso modo, l'URL de PaperTrail, qui finalement est très simple, c'est votre environnement et un timestamp. Et donc, on va mettre le curseur au bon endroit dans les logs PaperTrail. Yes. Je vais devoir peut-être un peu précis, mais là par rapport à l'exemple qu'on a devant les yeux, oui. Pour faire une transaction dans New Relic, il faut l'initialiser explicitement en donnant les points d'étape de la transaction, ou tout est automatique? Tout est automatique. De base, lorsque vous voulez faire du New Relic, en grosso modo, vous avez un fichier newrelic.js à placer dans votre application et à faire un require de New Relic. Et je suis pas sûr que c'était ça ta question. Si, parce qu'en fait, on a intégré New Relic aussi, mais les transactions, on n'a pas le détail. Alors, la partie transaction, et c'est la version pro. C'est pour ça que je demandais s'il y avait quelque chose à faire. Alors, en fait, New Relic s'intègre à différents outils en Node. Par exemple, il va être capable de lire les routes dans la configuration express, mais si vous avez une route en wildcard, quelque chose comme ça, en fait, dans votre code, vous pouvez faire un Customize Transaction Name. Donc vous pouvez customiser le nom de la transaction et mettre, par exemple, la bonne URL ou le bon service qui est appelé. Et du coup, ça peut expliquer pourquoi ça marche pas pour nous. En fait, on utilise très peu les routes express. J'imagine que ça fait dans les routes que ça initialise les transactions. Et nous, on a des WebSockets, donc forcément, on va pas... À creuser, donc je n'ai pas la réponse pour les WebSockets. À tester. Alors, notre nouvelle infra avec monitoring. Donc, on a CloudWatch qui apparaît, le service Amazon utilisé par Beanstalk, et les données qui sont envoyées de EC2 vers New Relic et PaperTrail. Plus de soucis, le dimanche, vous pouvez dormir tranquille. C'est pas vrai, vous pouvez pas dormir tranquille. En fait, c'est ça, vous recevez des mails et vous ne dormez plus tranquille. Étape numéro 10, donc là, le boss veut de la visibilité sur les coûts. Donc là, on va parler du pricing, notamment de PaperTrail. Donc, je reprends ce slide. Ce qui est très bon dans le cloud, c'est qu'on ne paye que ce qu'on consomme. Je continue sur les bénéfices du cloud. Donc, ce qui est bien, c'est que vous pouvez vous concentrer sur votre métier. Vous n'avez plus de maintenance de data center à faire. En l'occurrence, ici, Amazon s'en occupe pour vous. Et en quelques clics, vraiment très rapidement, vous pouvez rajouter de nouvelles ressources. Par exemple, nous, dans notre cas, rajouter de nouvelles instances EC2. Vous pouvez mettre en place de nouvelles infras, par exemple pour vos équipes de dev qui ont besoin de tester un nouveau produit. Et vous pouvez effectivement déployer à l'international très rapidement. Au niveau des coûts Amazon,
Donc le billing est accessible, les rapports de facturation sont accessibles dans la console Amazon. Et ce qui est génial avec Beanstalk, c'est que, en quelque sorte, c'est gratuit. C'est une surcouche de services qui utilise tous les services d'Amazon, mais bien entendu, ceux-là, vous les payez. Alors, juste sur l'optimisation des coûts, donc on va en parler rapidement. Vous avez la possibilité ensuite de passer à des instances réservées. Par défaut, une instance est à la demande, donc si vous éteignez votre machine, vous ne payez plus. Les instances réservées, en fait, vous les réservez sur 1 an, sur 3 ans, et du coup, vous payez moins cher, mais vous vous engagez à payer pendant 1 an et 3 ans. Donc, faut bien réfléchir avant de se lancer. Et vous pouvez éventuellement aussi éteindre les instances de dev et pré-prod la nuit pour éviter de payer pour rien. Enfin, le tableau des coûts. Donc là, pour tout ce qui est usine logicielle et dev dans Amazon, on utilise des instances dites small, donc des instances à $20 par mois. Pour la pré-prod et la production, on a choisi de mettre des instances ISO, donc le même type d'instance, pour pouvoir vraiment, avec nos tests de charge, vérifier le comportement. Donc ça, c'est un luxe. Ces 2 instances médium, elles sont $82 par mois, donc 82, donc 41 chacune. Un cache. Le cluster de cache, $70 par mois. Le CDN, ça dépend de la bande passante. Là, j'ai fait une estimation de coût. Alors, c'est toujours à prendre avec des pincettes, mais pour 10 millions de pages vues à 500 kilo-octets, ça coûte environ $700 par mois. Pour PaperTrail, le pricing dépend en fait de votre volume de log et de la durée pendant laquelle vous voulez que vos logs soient cherchables. Par défaut, ils sont disponibles pendant 1 an. Ils sont même externalisables sur S3, mais si vous voulez les chercher, vous pouvez les chercher dans l'interface pendant 2 à 5 semaines. Donc là, on est sur une configuration de 16 Go de log, ce qui n'est pas énorme, cherchable sur 2 semaines, parce que finalement, les logs, en théorie, on en a besoin pour gérer les cas d'erreur. Donc après 2 semaines, nous, dans notre cas d'usage, on n'en a pas besoin. Ça peut être moins cher comme PaperTrail, là, c'est à $82. Tu penses que c'est moins cher que ça? Il faut croire qu'ils ont fait des réducs alors depuis hier. Ou je me suis trompé. Mais du coup, très bonne nouvelle, c'est-à-dire qu'on est encore $70 moins cher. Pour New Relic, donc ça c'est un pricing négocié, c'est toujours des pricing, c'est des négociations commerciales, donc c'est pas un prix qui est fixe, mais en l'occurrence, sur notre projet, pour 2 hosts, on paye $180 par mois. Ce qui en tout fait un total de $1300 par mois. Pour une infra qui tient la route en prod, qui a été mis en place par des développeurs. Donc voilà, ça c'est quand même super bénéfique. Voilà, merci pour votre attention. Je reprends le schéma global. Oui. Ouais, si je peux juste